Donc, j'ai cru comprendre de la bouche d'Antoine qui est quelque part là-bas, il est en train de boire son jus d'orange. Sauf qu'Antoine, maintenant, c'est toi qui l'as dit, la deuxième table ronde, il faut que tu viennes. Alors, je vais laisser la parole à Antoine et à Nancy, et puis ils vont s'acharner sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, donc, alors, on rappelle le programme, on fait cette deuxième table ronde et ensuite. Alors, c'est donc la deuxième table ronde avec donc 3 invités, Cassandra Lecrène, Wilfried Demaret, qui se sont présentés. Il y a aussi Laurent Fauvio qui est en ligne. D'abord, merci pour la première table ronde. Moi, je trouvais que les interventions étaient très intéressantes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, de ce deuxième temps qui vont faire écho aussi à ce qu'on s'est dit. Avec pas mal aussi de choses différentes, et notamment, y compris peut-être principalement ce regard vis-à-vis de l'attachement et du détachement. Puisque j'allais peut-être commencer par dire qu'effectivement, d'un certain point de vue, suivant ce qu'on regarde, d'où est-ce qu'on regarde, nous saute aux yeux, évidemment, le manque de bénévoles dans telle ou telle association, le manque d'audience aussi quand on organise certains événements, quoique c'est assez variable justement des réseaux que l'on évoque, puisque parmi donc les 3 invités de cette deuxième table ronde, chacun et chacune touche à travers leur activité de partage de contenu sur les réseaux sociaux des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. Alors bien sûr, quand on fait une vidéo à Histoire, on est content d'avoir 100 vues sur YouTube. Et bien là, par exemple, sur TikTok, pour parler du réseau social investi par Cassandra Lecrène, je vais vous donner très, très vite la parole. On peut, avec une vidéo, pour expliquer un peu une journée d'une conductrice de train, être vue par 300 000 personnes qui font la démarche d'aller voir, regarder cette vidéo. Donc peut-être, je vais peut-être commencer simplement par donner la parole à Laurent qui nous écoute depuis tout à l'heure. J'espère qu'il nous entend bien. Laurent Fauvio, qui est donc cheminot également, représentant syndical et membre du bureau comité d'entreprise européen SNCF, Select Committee, donc ancien conducteur de train aussi, et qui lui a investi le compte LinkedIn. Donc peut-être un mot de présentation ici et en dire un peu plus sur cette activité de partage, de diffusion sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Tout à fait. Bon. Alors, en premier lieu, merci à Rail et Histoire pour cette invitation et la qualité des débats. J'ai trouvé que la présentation et les interventions des uns et des autres étaient très intéressantes. Alors, le monde est petit, donc je suis membre de Rail et Histoire et également, j'ai entendu Faustine de What Once Upon a Time, où nous étions il n'y a pas longtemps à Ground Control pour le grand festival au niveau du ferroviaire. Alors, comme vous l'avez dit, donc je suis cheminot, je suis rentré à la SNCF en 1988 et j'ai été élevé en son sein par la traction, directement au dépôt d'Aulnoy en tant qu'aide conducteur au départ, ensuite conducteur de manœuvre et conducteur de route. Alors, c'était du temps pour les plus anciens des 40 100, les roulements 120 d'Aulnoy et de Chapelle avant l'arrivée du TGV. C'était du temps des 66 000. Voilà, donc c'est actuellement un peu, vous parliez de patrimoine et d'histoire, voilà, c'est ce qui est dans l'inconscient collectif des belles machines et les temps pas si éloignés, mais déjà anciens au regard des nouvelles technologies. Alors, je vous disais que le monde est petit parce qu'en fait, j'ai entendu Yann Bod au niveau de LR Train, et en fait, je suis en relation étroite aussi avec David Cassé, d'Eldab Patin Train, le train de Jules,
Et au niveau du compte LinkedIn, effectivement, je partage aussi souvent des publications au niveau du modélisme ferroviaire qui est étroitement lié au ferroviaire en général et à l'actualité. Et j'ai entendu aussi de belles associations, en l'occurrence le train de la baie de Somme et du Vermandois. Et donc, en fait, c'est pareil, partageant mon temps entre le Cateau-Cambrésis et Vimereux, ce sont deux associations qui sont vraiment proches et où j'ai toujours grand plaisir à aller faire un tour. Alors, contrairement à la Demoiselle et puis à BB 27000, donc vous comprendrez bien que le compte là qui est incriminé, donc c'est LinkedIn. Alors, c'est pas le nouveau jouet d'Elon Musk, c'est pas le compte chinois, mais c'est Microsoft. Alors, pour tout vous dire, je suis pas un fanat de l'informatique, je suis pas un fanat des réseaux sociaux, mais en 2015, j'ai vu une publication dans un journal interne de Guillaume Pépi qui annonçait investir le champ de LinkedIn pour la SNCF en compte officiel et puis il invitait les cheminots à s'intéresser au sujet. Et donc petit à petit, je me suis dit, bah, tiens, ça serait peut-être bien de faire un tour et de découvrir ce réseau social professionnel. Et puis, bon, c'est didactique, c'est intéressant. Je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'animer une page et de choisir quelques sujets d'intérêt au niveau du ferroviaire. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 2015, le ferroviaire, c'était pas le ferroviaire comme il est maintenant médiatisé. Hein. Souvent, on était traité de ringard. C'était toujours la voiture reine. Et donc, bon, je me suis dit, allez, lançons-nous. Et donc, je fais un petit cahier des charges. Et je me suis dit, je vais parler ferroviaire, je vais parler mobilité, transport, je vais parler logistique, du freight forwarding, du digital et surtout aussi de l'histoire et du patrimoine du ferroviaire en général et de la SNCF en particulier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on anime une page, c'est de rentrer dans les débats, d'animer et de ne pas mettre des produits bruts et laisser au partage. Et donc, progressivement, petit à petit, c'est monté en puissance. Et puis, c'est toujours un grand plaisir d'animer cette page. Alors, ça prend du temps, certes, mais voilà, c'est de l'épanouissement personnel. Et c'est en lien aussi avec mon activité. Donc, vous l'avez dit, je suis toujours conducteur de train, même si je ne pratique plus. Et surtout au niveau du comité d'entreprise européen. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce que le comité d'entreprise européen à la SNCF? C'est une instance qui est assez peu connue. C'est une instance qui est mise en place par des directives européennes à partir du moment où un groupe a des entités en Europe et dans plusieurs pays. Et donc, le CE a été créé il y a à peu près 7 ans. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser au niveau des CE et des CSE actuellement, c'est une entité qui est là en prospective stratégique. En fait, voilà, c'est de la réflexion, c'est l'étude des filiales et à chaque plénière, eh bien, vous avez des directeurs d'activité qui viennent présenter des projets. Alors malheureusement, l'histoire récente veut que certaines belles pépites disparaissent des mailles de la SNCF, en l'occurrence Hermeva au niveau de la location des wagons et puis Akiem au niveau des locations de locomotives. Mais des fois, ça dépasse un peu le périmètre de la SNCF parce que c'est l'agence des participations de l'État gérée directement par les ministères qui diligente ou pas la poursuite des filiales au sein de la SNCF. Alors, que peut-on dire encore de plus? LinkedIn, c'est un petit peu spécial par rapport à TikTok et à Twitter, parce qu'il est déjà timbré comme réseau social professionnel. Donc, en fait, il y a beaucoup de cheminots. On considère à peu près, en 2022, qu'il y a à peu près au niveau du groupe public unifié SNCF, à peu près 100 000 cheminots. C'est bien monté en puissance au fil des années. Ça reste un réseau assez sérieux. Et je dirais que voilà, le ferroviaire et l'attrait et le nombre d'abonnés suit en fait la tendance du ferroviaire au niveau de la société et l'engouement voilà, suite à la prise de conscience écologique et d'autres facteurs qui font que le ferroviaire a ou devrait avoir le vent. Je ne sais pas si ça a coupé ou.
Tu avais fini ta Ah phrase? non, oui, voilà, Ok. voilà, j'ai fait Pardon. la petite présentation qui était peut-être un peu longue. Et Non, voilà. non, c'est très bien. C'est très bien. On va revenir sur un certain nombre de choses que tu as évoquées. Je montrais un petit peu à quoi pouvait ressembler un compte LinkedIn en même temps que tu faisais ta présentation à travers certains posts. Là, en l'occurrence, celui du record D'accord. du plus long train dans les Alpes suisses, donc par la Société de chemin de fer suisse. Des Tout RHB. simplement. Oui. Des RHB. Ah, pardon. RHB. Rétique. Exactement. Ok, merci. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour un peu illustrer simplement le type de poste, mais tu es bien revenu sur les différents types de postes que tu peux faire et je pense qu'on va revenir là-dessus. Alors, effectivement, LinkedIn, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait et par rapport aux autres réseaux, je vais vous passer dans un instant la parole, c'est un réseau qui a d'abord été mis en place essentiellement à des vocations, à des fins professionnelles, comme un petit peu pour permettre aux gens de se faire une carte de visite, de diffuser leur CV, et donc avec cette particularité-là, d'être vraiment axé, au départ en tout cas, et peut-être que les choses évoluent ensuite en fonction de l'usage qui est fait, mais vraiment plutôt centré sur les échanges de type professionnel et, en tout cas qui peuvent, où les individus ne partagent pas certaines choses et laissent seulement accès à certains contenus. Je propose de passer la parole à Cassandra, un petit peu avec la même question. Si donc, peut-être, oui, tout à fait. Donc, un petit peu, peut-être pour en redire un petit peu plus sur le type de contenu que tu peux partager. Et puis après, justement, je proposais de regarder une de tes vidéos. Mais d'abord, peut-être, comment est-ce que toi, tu pourrais définir un petit peu cette, cette activité-là? Du coup, comme je disais à la présentation, c'est un réseau social qui consiste à poster des vidéos très courtes, donc maximum 3 minutes. Et moi, j'ai pris le pas de travailler sur ce réseau social-là parce que c'est celui qui est en plein essor. Je ne sais même pas si vous le connaissez parce qu'il est quand même assez récent. Et il touche surtout une population qui est jeune, voire très jeune. C'est-à-dire que 80% des utilisateurs ont quand même moins de 25 ans. Donc, je fais partie de cette génération-là qui est très présente sur ce réseau social-là. Et j'ai voulu mettre en avant mon métier avec ses contraintes et ses avantages aussi, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a plutôt tendance à lire beaucoup de choses négatives au quotidien sur notre métier, notre entreprise, même le ferroviaire de manière générale. Et j'ai voulu vraiment remettre un petit peu à égalité autant le positif que le négatif qui pouvait y être attaché et toucher aussi une cible jeune qui feront peut-être les cheminots de demain, que ce soit par vocation, comme vous le disiez, depuis tout petit et les conforter là-dedans ou justement atteindre même des personnes qui se sont jamais posé la question à un moment donné de s'intéresser à ce milieu-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de présenter ça et ça me permet vraiment de montrer plein d'aspects. Mais, comme tu le disais, une journée type que je peux vivre ou expliquer certaines choses au grand public. Là, j'ai une vidéo toute récente, j'expliquais les arrêts des trains au niveau des quais parce qu'on entend souvent les gens râler. Oui, mon train il s'est arrêté trop loin, du coup il a fallu marcher. Mais du coup, expliquer aux gens de dire mais, pour aller, mais si je vous explique comment ça marche, peut-être que la prochaine fois vous attendrez au bon endroit et voilà un peu ce que je propose. Peut-être juste dire un mot sur. Ça fait combien de temps que tu conduis et est-ce que tu as tout de suite partagé un petit peu ton activité professionnelle, enfin en tout cas cette expérience autour de ton activité professionnelle? Alors, ça fait bientôt 2 ans que je conduis. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai mon compte TikTok avec des périodes où j'ai été plus active que d'autres. Et, du coup, j'ai voulu me lancer là-dedans. En fait, j'ai vu des collègues conducteurs publier du contenu sur le travail et, en mélangeant un peu le côté personnel et le côté professionnel. Et moi, j'ai vraiment voulu faire un compte purement professionnel, entre guillemets. Et, là, ça fait quasiment 2 ans, quasiment depuis que je conduis, où je me suis lancée là-dedans.
voilà, pour en parler, quoi. Demande il y a combien de gens qui regardent. Alors, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut. Donc, peut-être pour préciser par rapport à TikTok. Là, justement, je pensais mettre une vidéo, mais je crois que c'est ça. Il faut distinguer le nombre d'abonnés, de personnes qui reçoivent régulièrement les notifications sur chacune des nouvelles publications des comptes auxquels ils sont abonnés. Et donc, tu as combien d'abonnés? Là, j'ai franchi le cap des un peu plus de 12 000 abonnés. Très longtemps. Voilà, donc qui ont régulièrement en fait l'activité du contenu. Et puis par ailleurs, c'est une des particularités de TikTok. Ce qui est diffusé n'est pas seulement accessible à ses abonnés, justement, selon l'algorithme de l'application. Je ne saurais pas en dire plus sur son fonctionnement, mais en tout cas, grosso modo, c'est suivant les centres d'intérêt de chaque personne qui a un compte TikTok, je crois. Il peut tomber ou non il y a plus de chances de tomber ou non sur une de tes vidéos, ou c'est simplement l'actualité, je ne sais pas. Non, c'est l'avantage de l'application, c'est que il y a une vidéo, la vidéo qui a été la moins regardée, elle fait un peu moins de 10 000 vues. Et la plus grosse, elle a fait quasiment 400 000 vues. Alors que j'ai 12 000 abonnés, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens pas abonnés à moi qui ont vu mes vidéos. J'ai même au niveau, donc vous voyez sur l'image, on peut aimer la vidéo ou pas. Donc c'est le petit cœur qui est à droite avec 15 000. J'ai 64 000 vidéos qui ont été aimées, donc c'est même plus que mon nombre d'abonnés. Et l'application permet vraiment que nos vidéos, même si c'est sur un thème très précis, soient vues par des gens qui ont absolument rien à voir avec le chemin de fer, ou c'est pas du tout un domaine auquel ils se sont intéressés. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui vont tomber sur ce type de contenu-là, quoi. Alors, je vois déjà une question. Est-ce qu'on peut prendre déjà une question On montre la vidéo, je vous amène en même temps le micro. Quand on parle des inconvénients du métier de conducteur de train, on cite souvent les horaires décalés, mais on ne parle pas assez des avantages des horaires décalés. Travailler très tôt le matin, c'est aussi voir des souterrains vides, sans voyageurs encombrés de leurs valises, cherchant désespérément la voie 3 ou le train qui part à Paris. C'est aussi un hall de gare, sans le brouhaha permanent des personnes attendant impatiemment l'affichage de leur train. C'est aussi les quais de gare, sans le crissement des freins des trains qui rentrent, ni les gens qui courent en entendant le sifflet de départ des contrôleurs. C'est aussi l'ensemble des voies, avec cet éclairage lugubre, leur donnant un petit côté inquiétant et mystérieux. C'est aussi voyager avec des rames parfois quasiment vides, avec seulement quelques voyageurs courageux, travaillant un petit peu plus tôt que les autres. Mais travailler en horaire décalé, c'est aussi et surtout ça. Avoir cette impression d'être seul au monde et que la végétation alentour se referme sur son train, dans l'éclairage parfois timide de nos phares. C'est aussi voir traverser quelques animaux sauvages, comme des sangliers, des biches ou toute autre faune de nos campagnes. C'est la lumière tamisée de la cabine, lui donnant une ambiance si particulière que j'aime tant, et pouvoir profiter doucement du lever de soleil du matin. C'est pouvoir faire de jolies photos et rentrer chez soi à l'heure où tout le monde se lève pour aller travailler. En attendant, je retourne me coucher et je vous dis à très bientôt sur nos lignes. Alors, du coup, Francis, c'était Yolène. Oui. Je voulais juste, en fait, c'était pas une question que je voulais poser, je voulais juste faire une petite réflexion. C'est ça, mon attachement au chemin de fer, il n'est pas passé par le chemin de fer. Ils sont passés par les gens qui me racontaient leur chemin de fer. Et c'est exactement ce que je ressens là. C'est extrêmement émouvant. C'est chouette. C'est un univers vraiment très chouette. C'est ça, juste. Merci. Il y a une autre question. Après, de toute façon, on va reprendre, on va refaire un temps de... Il me semble tout à fait extraordinaire, c'est que vos conductrices, vous êtes autorisées à filmer intramuros, votre logo, votre voix, etc. Ça, c'est une révolution du point de vue de la communication interne, puisque jusqu'à présent, tout cheminot est interdit à communiquer, etc., à filmer.
Ça évoque le livre de Sylvain Massé, qui est très bien au fait, hein, donc mécanicien qui passe son temps aussi à dire, c'est pas moi qui conduis, mais enfin bref, bon, c'est un peu douteux, à faire des photos de ces diverses cabines. Là, je trouve que c'est quand même assez révolutionnaire de la part de la SNCF. Vous avez une autorisation de tout ça? Disons qu'elle est implicite en fait. Tant que je montre pas de choses pouvant nuire, déjà tant que je filme pas dans des phases de conduite où quand je l'ai fait, mon téléphone en fait était accroché, il était fixé, je le touchais absolument pas. Et c'est toléré en fait. J'ai pas d'autorisation particulière, mais tant que je montre pas de choses qui peuvent être préjudiciables ou attenter à la sécurité de mon train, il n'y a pas de retour négatif là-dessus. Il verrait une caméra, là, aussitôt, il me sauterait à la gorge en disant, il n'est pas question de filmer sans autorisation. Hein, voilà, donc, alors, je voulais juste revenir ce matin sur le phénomène générationnel qu'a évoqué Francis, précisément en avançant une thèse très précise. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'aimer le chemin de fer. Il y a toute une constellation. On aime la technique, la complexité de la locomotive, cette fascination pour un objet très sophistiqué, fascinant, et qui est un peu plus accessible que la locomotive électrique, qui a perdu, du coup, par son hermétisme, certaines affinités. Le deuxième thème, à mon avis, et je rejoins ce qu'a dit la dame là-bas, c'est le thème du voyage en chemin de fer. Et là, je voudrais enfoncer le clou, dire qu'en tant qu'historien, essayant de comprendre la perte de Ferrovie Philippe, que mesure bien la longueur des stands dans les librairies. Je vais vous rappeler, il y a 40 ans, il y avait des librairies entières dévouées aux séries de trains, etc. Hein. Dans les rayons, dans les relais, vous verrez que la part de 3 mètres, 2 mètres de revues ferroviaires sont noyées sur les revues auto, moto, avion, métro, dodo, etc. Bon, ça en dit long. Le marché, là, est révélateur. Donc, je pense que la composante voyage est importante. Et là, bien sûr, c'est un peu de nostalgie. Et je pense, pour moi, il y a une date clé, précisément, 1975. Qu'est-ce qui se passe en 1975? Voilà, la révolution de Corail. Le Corail, c'est la fin de beaucoup de choses. C'est la fin, on rentre dans une carlingue d'avion, on a les genoux dans le menton, on est dans le couloir central. Surtout, c'est la climatisation. Grand progrès. Mais c'est fini, à la fois le couloir latéral et la baie que l'on peut baisser, même s'il était Pericolo Sportgers. Et nous sommes tous passés par là, quand même, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a un phénomène de génération. Nous voyageons en train, nous étions suspendus dans le couloir à baisser la vitre, à agiter des mouchoirs, à pleurer, à voir le décor. Moi, Toulouse-Bayonne, on se penchait en baissant la vitre pour voir la rampe, la locomotive arriver en multiple pour la rampe de tournée. Voilà. À partir du moment où arrive la voiture de Corail, qui est le même caisse que la TGV en 1981, on rentre d'un système, l'avion, terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est encore plus vrai, le TGV, puisque le TGV, ça va tellement vite, et en plus, même pas un quart de hublot, demi-hublot, il n'y a pas de dépréquation du tarif. Hein. Bon. Voilà. Et donc, je pense que finalement, le romantisme, enfin, ce qu'on a pris, nos années d'apprentissage, ou passant par le train, le voyage familial, avec ce qu'elle avait de mâles, de pleurs, de mouchoirs, et le couloir latéral, qui est important. Moi, je suis un militant du couloir latéral, évidemment. Hein. D'ailleurs, la SNCF a fait un peu de machine arrière. Elle a créé une série de Corail avec couloir latéral. Très bien, voilà. Bon, je pense que ça tue beaucoup de choses. Aujourd'hui, les jeunes générations connaissent le TER de la semaine pour aller au lycée le lundi et le vendredi soir, et le TGV pour aller un week-end ou en vacances avec papa-maman. Et le TGV, vous êtes transporté, mais vous ne le voyez pas. Donc, il n'y a aucun romantisme, évidemment. Voilà. Bon, voilà. C'est une hypothèse dure, et je pense que la ferrovie Philly est en déclin structurel, même si aujourd'hui on est une poignée, bien sûr, d'irréductibles et de fanas, mais un peu déviants. Bon, et je distinguerais bien le voyage et la technique, évidemment, qui est fascinante. Bien sûr. Ça. Merci, Georges. Alors, avant de continuer le tour de table, je ne sais pas, mais on est encore sur le tour de présentation de la table ronde et l'heure file. Est-ce que je peux vous demander de retenir un petit peu vos questions, un petit peu de quelques minutes, comme ça? Je voulais juste revenir sur, quelque chose qui a été dit en première partie, c'est ce que je disais à Wilfried, j'ai l'impression l'extraterrestre parmi tout le monde, parce que moi le chemin de fer ça n'a pas du tout été une évidence en fait. Ça n'a jamais été le métier que je voulais faire depuis toute petite. Je viens d'une famille militaire, donc c'était absolument pas. J'ai personne dans ma famille
qui travaillent dans le chemin de fer, que ce soit à la SNCF ou ailleurs. C'est vraiment un univers que je ne connaissais pas du tout. Jusqu'au jour où mes parents ont déménagé, j'avais 17 ans. Et le voisin de mes parents était conducteur dans la région. Et en fait, en mangeant avec eux, il a présenté son métier. Et du coup, je m'y suis intéressée plus par curiosité parce qu'on ne rencontre pas forcément un conducteur de train tous les jours près de soi. Donc, j'ai posé des questions et quand il a vu ma curiosité, il m'a proposé de venir un jour avec lui en cabine, voir ce que c'était vraiment. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la cabine des trains à ce moment-là, en fait. Et pourtant, c'était pas... Enfin, j'étais en internat, je prenais le train pour toutes mes vacances, tous mes week-ends. Et à aucun moment, je me suis dit, mais je veux faire ce métier-là. C'est quand je suis rentrée dedans que j'ai vu, en plus, c'était dans une locomotive, donc je n'étais même pas rentrée dans un train récent. J'avais vu une locomotive à l'intérieur et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et ça arrivait tard, ça arrivait à 17 ans et j'ai complètement changé de voie, de souhait professionnel à ce moment-là. Voilà, ça, j'ai pris un aiguillage, ouais, c'est ça, exactement. Merci, effectivement, j'allais poser une question sur cette rencontre avec le train, justement, d'où est-ce qu'elle vient et donc, tu as répondu, mais ça fait écho aussi à ce que dit Georges, hein, effectivement, il y a quand même des données structurelles et il ne s'agit pas de dire, ah bah super, en fait, non, il n'y a pas de détachement vis-à-vis du train, regardez, à 300 000 vues, 400 000 vues sur les vidéos, ce n'est pas tellement le propos, hein, en fait, hein, mais effectivement, il y a des données structurelles qui font que, par exemple, tu rencontres un cheminot à 17 ans seulement, à d'autres époques, évidemment, il y avait une proximité de tout un chacun éventuellement avec le train qui pouvait être un peu plus proche du fait de simplement l'ampleur des effectifs de la SNCF dans l'ensemble de la population française. Hein, donc ça, c'est des données assez structurelles. Voilà. Et néanmoins, là, on est vraiment sur quelque chose qui intéresse, je pense, l'attachement de cette rencontre que tu évoques et qui donne lieu non seulement à une vocation pour toi, ou en tout cas à trouver un métier qui est conductrice de train et au partage, hein, à la diffusion de ce contenu-là. Donc, je propose juste de continuer la présentation en revenant vers toi, Wilfried. Et voilà, avec donc toujours, si tu peux un petit peu expliquer aussi à quoi correspond cette activité pour toi de partage de contenu. Alors, je vais vous donner une bonne nouvelle. Hein. Les gens aiment le train. Vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi les gens aiment le train. Mon compte Twitter a à peu près 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai 76 500 abonnés. Alors, le nombre d'abonnés, OK, après, il y a le nombre aussi de ce qu'on disait de vues, parce que vous pouvez avoir 10 000 abonnés, mais c'est surtout ce qu'on m'a expliqué, parce qu'il y a des gens qui mesurent l'audience à la SNCF. C'est pas qu'ils surveillent nos comptes, c'est qu'ils nous laissent la liberté, la SNCF, de faire du réseau social. Vous essayerez de me chercher une entreprise du CAC 40 qui laisse parler autant ses employés, vous me donnerez le nom tout à l'heure. Sur les réseaux sociaux, vous avez des policiers, des profs, du personnel hospitalier, des fonctionnaires et des cheminots et des pilotes d'avion. Il y a une grosse communauté, ce qu'on appelle les AV-geeks, les passionnés d'aviation, qui sont aussi mes clients, entre guillemets. Ils sont aussi les clients des réseaux sociaux. Il y a des croisements entre le monde du vélo, le fameux vélo taf Paris. Il y a énormément de vélo taf qui me suit, des pilotes d'avion, qui aiment le ferroviaire. Et en fin de compte, mon compte a commencé parce que je conduisais le fameux train de légumes Perpignan-Rungis et au retour, il trimballait n'importe quoi, ce train. Hein. Il trimballait des croquettes pour chat, de la bière, des machins. Et je prenais les photos de ce qu'il y avait dans mes trains. Et les gens voient y passer le train. Ils les voient, hein, tout le monde regarde passer les trains et se disent toujours qu'est-ce qu'il y a dans ces trains de marchandises, quoi. Et le simple fait d'avoir pris des photos de ce qu'il y avait dedans, alors des croquettes pour chat, hein, je peux vous dire que pour attirer des gens avec des croquettes pour chat et de la bière, la bière, ça marche. Mais c'est ce qui a fait décoller mon compte, juste parce que je racontais mon univers. Et petit à petit, j'ai fait ce qu'on appelle des threads, c'est-à-dire les threads en anglais, des fils d'histoire. Et j'ai commencé je pèse mon mot, à vulgariser. Les Français, comme disait le monsieur avec l'écharpe tout à l'heure, les Français n'aiment pas la technique ferroviaire. Je dirais, c'est faux. Enfin, désolé. Ils aiment, mais il faut leur traduire. Vous savez très bien que le monde cheminot est un monde immensément complexe en termes de termes. Si je vous parle de KVB, de RS, de VA, de ce que vous voulez, de Covid et compagnie, la moitié de la salle peut-être va passer à côté. Mais si on commence à expliquer aux gens et à traduire et à vulgariser, à raconter de la technique, ça marche. Ça marche et ça attire du monde. Et on fait appel à ce que j'appelle, vous savez, en management, on dit souvent le fameux cerveau reptilien
le monsieur là-bas avec le petite locomotive jaune, je prends tout le monde dans la salle, tout le monde a un petit train qui tourne dans sa tête. Hein. Tout le monde a eu dans son enfance un souvenir de train, et tous là que vous êtes, vous avez tous un petit train qui tourne à la tête, et les Français ont un train qui tourne à la tête. Et quand vous faites appel à ce souvenir d'enfance, donc les trades qui ont le mieux fonctionné, c'est par exemple, j'explique pourquoi les trains font plus tac 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 tac, parce que tout simplement on a mis le long rail soudé. Pourquoi on peut plus ouvrir les fenêtres des trains? Bon, c'est vrai qu'ouvrir la fenêtre du TGV à 300, on va peut-être pas y arriver. Si on explique la vie ferroviaire aux gens, ils se passionnent. Et j'arrive à avoir une population qui naît, ça a été mesuré par des taux d'audience. Et ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut tout mesurer. Et enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est d'autres. Mais j'attire 80% de non-cheminots. Et casse, ça doit pas être loin d'être même un taux encore plus élevé. Les gens, les jeunes, notamment avec CAS, qui regardent les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les futurs de cheminots de demain. C'est les futurs passionnés de train de demain. Et c'est ça qui est très important. C'est, OK, vous voyez peut-être un déclin du chemin de fer, mais en vrai, les Français aiment le train. C'est juste qu'à un moment donné, il faut leur parler. Quand le collègue Jean-Paul me parlait qu'effectivement, il avait du mal à recruter dans les associations de rail historiques, si on arrive à capter les jeunes d'aujourd'hui, si on arrivera à faire venir les gens vers le train historique. En fin de compte, regardez ce qui se passe. Je reprends ce que disait le monsieur, et vous avez parlé de mondial relais, enfin des relais, en fin de compte, dans le train. Combien de gens regardent un livre ou une revue, et combien de gens regardent un site internet sur leur téléphone? Aujourd'hui, les gens ne regardent plus par la fenêtre. D'ailleurs, vous pouvez virer les fenêtres des trains. Je suis sûr qu'il y en a qui montraient dedans quand même. Hein. Parce que, en fin de compte, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent dans le train aujourd'hui? Et c'est les premiers à gueuler. Ils veulent une prise électrique et du Wi-Fi. Parce qu'ils veulent. À la rigueur, on mettrait les TGV à 200 km/h. Je pense que les gens. Il y a plein de phénomènes qu'on voit petit à petit et que je documente, enfin que je raconte. Là, je suis arrivé à Paris ce matin, de Brive. Les gens qui se lèvent avant, comme des couillons, là, 30 minutes avant l'arrivée du train pour arriver, c'est fini quasiment. C'est fini parce que les gens, ils ont une prise électrique et du Wi-Fi. Donc, ça fait que le trajet, il est optimisé jusqu'à l'arrivée au terminus à Austerlitz. Donc, on a changé dans le domaine de consommation du train. Il y a de plus en plus de gens qui prennent le train parce qu'effectivement, on a une question énergétique qui fait que le train est moins cher que la voiture. Mais il y a une consommation à l'intérieur du train, là, une autre façon de voyager qui est différente. Alors, effectivement, de temps en temps, coup de bol, on voit qu'il y a des gens qui regardent par la fenêtre quand même. Bon, je prends le Corail vers Brive et effectivement, ça ne roule pas à 300. Puis le paysage est joli, c'est le Limousin. Mais il y a une consommation du train qui est différente. Mais franchement, les réseaux sociaux, ça amène des vues. Les plus gros fils d'histoire que j'ai racontés, j'atteins le 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. C'est-à-dire que c'est bien plus qu'une page de publicité sur TF1. Mais clairement, quoi. Et pour un coût total de... Je suis pété dessus. Je gagne 0 et ça coûte 0. C'est pour ça que la SNCF nous laisse une liberté en sécurité. C'est ce que reprenait Cassandra. Effectivement, la notion de sécurité, on ne fait pas n'importe quoi non plus. On ne diffuse pas d'événements sécu. On est très précautionneux là-dessus. On a quand même du recul. Mais effectivement, on arrive à intéresser les gens au chemin de fer. Et il y en a sous la pédale. Je peux vous assurer que la SNCF nous laisse faire parce qu'on produit de l'amour du train. Voilà, on explique le train et on produit l'amour du train. Plein pot, sans problème. Merci, Wilfried. Non, mais pour donner un complément aussi, peut-être sur cette perception-là vis-à-vis de la SNCF, je partage ici un contenu justement que j'ai trouvé sur le compte de Laurent Fauvio. Laurent, si tu nous entends, tu pourras peut-être en dire 2 mots. Et c'est notamment le rapport aussi que peut avoir l'entreprise avec vous, avec les comptes de cheminots, de cheminotes qui partagent aussi leur expérience. Alors, je vais donner la parole. Je voulais simplement, peut-être avant de redonner pour les questions, parce que là, on parle de somme, de nombre de personnes touchées, qui effectivement, mais peut-être si vous pouvez donner des éléments un peu plus qualitatifs sur le retour que vous pouvez avoir
de ces partages sur le retour en termes justement de, je sais pas, est-ce que vous rentrez en discussion avec vos abonnés? Alors, je vais commencer par redonner la parole à Laurent, si tu veux, si tu entends et que tu as envie de réagir par rapport à ça. Ouais, vous m'entendez? Alors, juste une petite chose. Pour prolonger la question d'Antoine, savoir si ça donne une autre lumière aussi à votre métier, à votre manière, à vos gestes et à votre manière de vivre votre métier au quotidien. Voilà, c'était en prolongement. Oui, vous m'entendez? Oui. Ou alors j'ai bien aimé le terme vulgarisateur, parce qu'en fait c'est comme ça que je me définis. En fait, on parle souvent sur les réseaux sociaux d'influenceurs, mais influenceur c'est péjoratif. En fait, pour moi, influenceur, ça a toujours été prendre l'utilisateur du réseau social pour quelqu'un de faible et qui se laisserait influencer. En fait, vulgarisateur, pour moi, c'est exactement le bon terme au niveau de ceux qui veulent prendre un peu de temps pour vulgariser le sujet ferroviaire ou les autres sujets. Alors, au niveau par rapport à la question, les retours. Alors oui, il y a beaucoup de retours. Alors, j'atteins pas les millions de vues, les 1, 2 ou 3 millions de vues. Voilà, LinkedIn. Alors moi, je sais par contre pertinemment. Alors, l'algorithme est très compliqué. À mon avis, ceux qui ont fabriqué l'algorithme, c'est à Fort Knox et c'est bien protégé. Il est très compliqué à connaître et à décrypter. Alors, par contre, moi, je ne suis pas sur des millions de vues. Le maximum, c'est 600, 700 ou 800 000 grand maximum. Mais voilà, moi, ça reste du professionnel. Et par contre, je discute énormément en message privé avec beaucoup de cheminots. Alors, il y a aussi le fait que l'activité syndicale est là aussi sous-jacente. Alors, c'est certes un compte neutre, mais voilà, je suis quand même identifié au niveau de l'UNSA ferroviaire et il y a énormément de questions et de retours. Mais je discute avec beaucoup de directeurs d'activité et en fait, comme disait Wilfried, implicitement, la SNCF est quand même assez contente d'avoir des agents qui qui médiatisent le sujet. Alors, après, bon, il y a ceux qui cassent du sucre sur la SNCF, même au niveau de certains agents, mais voilà, moi, je ne rentre pas dans le sujet. Bon, quelqu'un a quelque chose à le dire, il le dit sur le réseau social, d'accord, voilà, ça le regarde. Mais moi, je suis fils de cheminot et profondément attaché à l'entreprise. Et moi, je fais du pro ferroviaire. Et effectivement, oui, il y a beaucoup de retours. Comme je disais en préambule, il n'y a rien de plus mauvais que de balancer des informations ou des posts et derrière de ne pas réagir. Tout l'intérêt, c'est de rentrer dans le débat, même le débat contradictoire, c'est intéressant. Et en fait, voilà, bon, le sujet ferroviaire est tellement dense et il y a tellement de tiroirs que l'on peut ouvrir et ça part dans tous les sens, mais c'est intéressant. Et comme dit souvent Clive Lyming, le grand historien du ferroviaire, en fait, on se rend compte que même si on s'intéresse au sujet, on en apprend tous les jours. Et voilà, c'est quand même vachement intéressant. Alors, sous réserve qu'on ne se laisse pas déborder et que ça ne prenne pas trop de temps non plus, parce que c'est très, très vite addictif. Et le petit pouce, un peu comme Twitter, enfin, je ne connais pas trop les autres réseaux, mais LinkedIn a cette particularité qu'au gré de la consultation des pages, alors même si l'algorithme va vous mettre des pages en fonction de vos sujets d'intérêt, mais voilà, la diversité des sujets est très forte. Et comme le disait Wilfried, effectivement, je discute souvent avec des gens de l'aérien. On peut dire que l'aérien est des collectionneurs de voitures anciennes. Il y avait une personne dans la salle qui parlait des véhicules anciens en début de séance. Effectivement, on voit qu'il y a un petit microcosme où les sujets sont plutôt convergents. Merci Laurent. Sur la même question, Cassandra ou Wilfried, si... Alors moi, niveau réaction, j'ai été assez surprise parce que qui dit réseaux sociaux dit les bons côtés et aussi les mauvais. Et on souligne souvent les mauvais avec les critiques. Il y a
des actualités sur tout ce qui peut être harcèlement par le biais des réseaux sociaux, etc., qui est très présent. Et c'était une crainte que j'avais autant par d'éventuels collègues qui me reconnaissaient sur les vidéos ou des gens qui n'avaient rien à voir, enfin monsieur et madame tout le monde. Et en fait, j'ai été très surprise parce que des retours négatifs, je peux les compter sur les doigts d'une main, alors que pourtant j'ai une dizaine de vidéos en ligne, des milliers de vues. Et en fait, c'est ce qui m'a surpris, c'est que les retours sont très positifs, aussi bien sur ah ben on connaissait pas, du coup c'est bien d'avoir appris ça, que bah oui c'est vrai que j'avais cette image-là et en fait ben, en t'entendant parler, on se rend compte que c'est pas tout à fait la réalité. Et du coup c'est vrai que ça motive aussi à continuer et à produire plus et à continuer à entretenir ça. Et après, dans les retours, bah, j'ai des collègues, on se crée finalement une petite communauté entre nous de collègues de régions différentes, des fois même de services différents, où ah, je suis tombée sur ta vidéo, moi je travaille au Technicentre, ou moi je suis conducteur à Paris alors que moi je suis à Toulouse. Et c'est vrai que on communique même souvent entre nous, des fois on se demande même des infos parce qu'on ne sait pas forcément tout sur tous les métiers, sur tout, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est enfin, vraiment 99% de positif. Je suis même pas sûre que le négatif représente 1%. Et pourtant, c'est pas des gens qui sont spécialement passionnés à la base, quoi. Tour, même au local, en interne à la SNCF, j'ai eu au local des propositions pour participer au fil Twitter de Lio, donc le réseau TVR en Occitanie, qui m'a dit voilà, on a vu que tu es sur les réseaux sociaux, donc on aimerait bien que tu fasses une vidéo pour nous. Donc, comme disait Wilfried, à zéro, quoi. Vraiment, par contre, ils m'ont pas mis la pression sur vidéo, etc. Ils m'ont dit ce serait bien que de temps en temps, tu fasses une petite vidéo pour notre compte Twitter pour dire ce que tu fais dans ta journée, etc. Et là, il y a quelques semaines, ils ont avoir des retours en interne vraiment positifs aussi. Donc c'est cool. Ma perception du métier, oui, parce que bah, quand on fait ça tous les jours, à force, on se rend plus compte de tout ce qu'on fait, de ce que ça peut représenter, même pour les autres. Et ça m'a, par exemple, le métier de conducteur a beaucoup évolué. Quand on entend parler les anciens collègues, parlent avec tout ce qui va être annonce voyageur, parler aux clients, parler, alors que voilà, c'est quelque chose qui leur est totalement étranger, qui est même mal vu parce que c'est vrai que moi, ça m'a motivée quand je vois les retours à me dire, ben, moi, les gens, j'ai envie que de d'avoir cette image de baronne du rail comme ça pouvait l'être avant. Enfin, moi, je suis au-dessus de personne, je fais mon métier, je vous amène au travail, voir de la famille, partir en vacances et équipe dans un train. Enfin, moi, mon train, c'est si que ma cabine, c'est chez moi, vous venez chez moi, que vous soyez bien et que ça se passe bien. La même question pour Wilfried. Donc, voilà, j'insiste aussi sur la question de Nancy, sur les retours par rapport à la pratique professionnelle aussi. Retour de la part du public, justement non cheminot touché, mais aussi, comme Laurent le disait, aussi, y compris en interne, hein, peut-être que vous touchez y compris des collègues. Et est-ce que ça aussi, ça vous fait, ça suscite, en plus de ça, vous êtes toutes et tous conducteurs, conductrices, et pas on rencontre peu de gens quand on conduit, enfin sur la phase de conduite. Est-ce que ça change aussi, ça vous amène aussi des choses de ce point de vue-là? Oui, en termes de population, alors sur les 76 000, en fin de compte, le réseau Twitter est vraiment. Il y a énormément de politiques et de journalistes. Vous le voyez quand vous regardez les journaux télévisés, on voit que beaucoup de politiques passent par Twitter. Et en fin de compte, je me suis rendu compte, dès que j'ai passé les 50 000 abonnés, c'est impressionnant, par exemple, le nombre de journalistes qui me contactent, moi. Alors que, alors que par définition, il y a une com SNCF, il y a des syndicats, il y a normalement d'autres interlocuteurs que moi, mais en fin de compte, le réseau Twitter est énormément suivi par les journalistes et il focalise sur certaines personnes mais je n'ai pas de mandat syndical, donc je passe par la com SNCF pour valider tout ça. Et effectivement, les réseaux sociaux
oui, amène donc la population diversifiée qu'on a eue tout à l'heure et une population, oui, de collègues hein, qui suivent et qui apprennent. Hein, ils viennent me le dire en privé. En fin de compte, on a un mode privé sur Twitter où ils viennent me dire qu'ils apprécient de voir un peu les autres facettes en fin de compte de la SNCF parce que moi-même, étant conducteur, j'ai accès, on va dire, à plein de domaines, puisque par définition, on est dans la cabine, on voit les autres travailler, on voit les collègues de l'infra, on voit les collègues des ateliers, on voit les collègues contrôleurs. Le conducteur est un peu au centre d'un système et ça nous permet de voir un peu tout. Mais moi, j'estime que si déjà à mon niveau, je connais 5% de l'histoire du monde ferroviaire, je m'estime très heureux. Parce que le monde ferroviaire, des fois, je me demande quelle histoire je vais raconter. Parce que je pensais avoir épuisé tout. J'ai raconté déjà 400 histoires et j'estimais que j'avais épuisé tous les sujets. Mais en fin de compte, le ferroviaire, je ne sais plus qui c'est qui disait qu'en fin de compte, le ferroviaire, c'est illimité. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je n'imagine pas une seule limite aux histoires qu'on peut raconter dans le monde ferroviaire. Voilà. Après, le tout, c'est de le raconter. Cass est très bonne en montage vidéo. Voilà. L'important, c'est de raconter des histoires. J'ai un coup de bol, c'est que j'arrive à raconter des histoires, toujours en vulgarisant, comme j'expliquais. Et c'est en faisant cette sauce-là qui fait qu'on attire des gens et que j'ai attiré des gens, on va dire, eux-mêmes influents. Et comme disait Laurent, il a parfaitement raison. Le mot influenceur, je préfère nettement le mot influenceur. On est des influenceurs. On est là. Le produit, et c'est pour ça que vous avez vu le logo de mon compte Twitter. Personne ne connaît ni mon nom quasiment ni ma tête parce que le logo, c'est une BB 27000, c'est une locomotive. C'est pas moi le produit. C'est pas moi que je raconte. Je raconte le ferroviaire. Le produit, c'est pas moi. Le produit, c'est le ferroviaire. Voilà. Mon logo, vous voyez, c'est la petite locomotive. Il n'y a pas mon nom, il n'y a pas mon prénom. Hein. C'est BB27000 @BB27000 parce que tout simplement, c'est pas moi que je veux mettre en avant. On est 140 000 cheminots et le but du jeu, c'est de mettre en avant le monde ferroviaire, le métier de conducteur. On ne se met pas en avant nous-mêmes, en fin de compte. Et c'est pour ça que les gens viennent nous voir, c'est qu'on ne fait pas de selfie avec nos têtes toutes les 5 minutes. Quoi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas de raconter, de montrer sa tronche toutes les 5 minutes, ça ne marche pas. Mais par contre, raconter l'histoire du train, ça fonctionne. Et ça attire du monde, franchement. Tu peux juste me permettre, ça c'est un truc sur lequel je ne partage pas tout à fait ton avis. Parce que justement, les gens, avant, les métiers dans le ferroviaire, d'autant plus le métier de conducteur, c'était des métiers, mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, donc moi je vais faire ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd. Alors, ce n'est pas forcément négatif quand je dis ça, hein, ça permet aussi d'avoir d'autres types de profils qui s'intéressent à ce genre de métier-là. Et justement, de montrer les coulisses en moi, par exemple, j'ai aucune histoire avec le ferroviaire. Les gens s'identifient aussi en se disant, ben, même si je ne connais pas, même si ce n'est pas mon domaine, même si je n'ai pas de la famille, ben, pourquoi pas moi en fait? Et du coup, de montrer, ben, je suis toute jeune, j'ai 23 ans, j'ai pas forcément le profil type du conducteur qu'on peut avoir quand on se l'imagine. Et du coup, je pense que notamment les jeunes et même les conducteurs ou les cheminots de manière générale de demain ont besoin aussi de s'identifier à une autre image de l'entreprise, une autre image du métier ou du ferroviaire de manière générale. Donc, je pense qu'il faut un peu jouer sur les deux, comme tu dis. Enfin, j'ai des vidéos qui sont très centrées, pas vraiment sur moi, mais je suis obligée de montrer sur moi pour montrer mon métier. Et d'autres comme celles qu'on a vues où je ne me montre pas du tout, juste on entend ma voix et je montre en fait mon environnement de travail. Donc, à demi, d'accord. Ce que tu as dit. Et on a un truc de bien avec ton compte, parce qu'on a des gros soucis de recrutement. Hein. Vous êtes au courant qu'on manque de conducteurs, et je dirais, on manque de conductrices. Et en fin de compte, moi j'ai été formé en 99 par un formateur qui était très con et qui disait les gonzesses, ça ne conduisent pas les trains. Voilà, c'était comme ça. Hein. C'était comme ça. On avait des machistes à la SNCF, il y en avait au kilo. Hein. Sauf que maintenant, qu'on n'arrive plus à recruter, on s'est passé de la moitié de l'humanité. C'est-à-dire que ne pas recruter des femmes, c'était une débilité sans nom, quoi. Alors que maintenant, effectivement, ce qu'il y a de bien avec Cass, c'est qu'elle met, il y a aussi le côté féminin qui est une chose, c'est montrer. Moi, c'est la première fois que je l'ai vue, c'est ma fille de 14 ans qui m'a dit tiens, il y a une collègue cheminote à Toulouse.
Parce que tout simplement, c'est ça, on essaie de féminiser au maximum des métiers techniques. Et, malheureusement, on n'y arrive pas. Et effectivement, il faut que, oui, il faut qu'elle passe aussi le message, on va dire, côté féminin, parce que c'est très important. Et aujourd'hui, non seulement c'est important, mais c'est vraiment un enjeu d'avenir. Que si on n'a pas de conducteur, on n'a pas de train. Si on n'a pas d'aiguilleuse, on n'a pas de train. Si on n'a pas d'agent d'entretien aux ateliers, on n'a pas de train non plus. Donc effectivement, il faut recruter des filles. Et son compte permet ça. Et c'est vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment super. Et je propose qu'on ouvre la discussion, enfin, qu'on reprenne. Voilà, le micro circule. Il y avait des discussions par ici, par ici, par là. Oui, Francis arrive. Je vais l'aider. Oui, Pierre-Marie Verchère, je suis un ancien cheminot et je travaille à la Revue Générale des Chemins de Fer et j'ai également l'auteur d'un livre où j'ai raconté mon expérience et l'évolution du chemin de fer pendant 50 ans. Et autant je pense que l'attachement, il peut être au passé, il peut être au patrimoine matériel. On a beaucoup parlé tout à l'heure de locomotives à vapeur, de bâtiments de gare, etc. Autant je crois que l'attachement, il est aussi immatériel. Et j'apprécie particulièrement l'initiative qui a été prise d'inviter des représentants des réseaux sociaux. Alors, j'ai l'occasion, sans être leurs abonnés, de lire parfois les posts de Laurent Fauvio ou de Wilfried, et je les apprécie. Et je pense que l'attachement au chemin de fer, il peut venir aussi des échanges qu'il peut y avoir entre ceux qui le pratiquent, ceux qui l'aiment et ceux qui n'y connaissent rien. Et donc, la force des réseaux sociaux d'aujourd'hui, la force de la presse d'hier, enfin, ça devient de plus en plus difficile de lire des journaux. On parlait tout à l'heure de la taille des présentoirs dans les kiosques sur tel ou tel thème, font qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces réseaux sociaux qu'on peut avoir ce partage et le développement d'une communication, d'un partage de cette passion, de la passion d'un travail, de la passion d'un domaine dans lequel on exerce, avec des gens qui n'y connaissent rien ou qui s'y intéressent. Et donc, voilà, je trouve que l'attachement au chemin de fer, il peut venir aussi du développement des échanges qui permettront de développer l'attachement au chemin de fer d'aujourd'hui comme à celui d'hier, parce qu'effectivement, comme le disait Dominique tout à l'heure, il y a 10 personnes dans les trains et 15 000 à la manif le jour où on ferme la ligne. Ça, ce n'est pas forcément de l'attachement, c'est un attachement au passé, mais ce n'est pas forcément un attachement au train lui-même. Merci. Francis, je fais tourner avec toi le micro. Merci. Bonjour, Florence Brachet-Champsor, je suis chef du service patrimoine à la SNCF. Je voulais d'abord partager aussi la bonne nouvelle annoncée par Wilfried et Cassandra, puisqu'on l'éprouve tous les jours, à savoir que les Français aiment le train. Et c'est aussi quelque chose qu'on partage. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec des publications sur Twitter, avec une étiquette institutionnelle, groupe SNCF, on constate cet attachement et surtout les tonalités extrêmement positives au moment des Journées européennes du patrimoine, par exemple, où on touche plusieurs millions de personnes, où on a des milliers de vues sur des vidéos, etc. Et voilà, donc c'était important de le remarquer et puis aussi de vous remercier de tout ce que vous faites pour entretenir la flamme. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point, c'est que moi, je ne suis pas très ancienne à la SNCF, ça fait 4 ans, mais vraiment, une des premières choses qui m'a frappée quand je suis arrivée, c'est l'attachement des agents, des cheminots, des salariés à leur entreprise. Et ça aussi, Wilfried parlait d'une parole qui était quand même très libre dans l'entreprise, et ça me semble vraiment une caractéristique culturelle forte, mais de la même façon, cet attachement aussi, et je pense que au moment où on va lancer un axe de recherche sur l'attachement populaire au chemin de fer, il faut s'interroger sur
la part des cheminots eux-mêmes dans la façon dont ils font vivre cet attachement. Déjà parce qu'ils sont très représentés dans la population. C'est vrai qu'on dit un Français sur 5 a un cheminot dans sa famille, mais aussi parce que justement, en tant qu'ambassadeurs, ils ont un rôle, on joue un rôle très fort pour faire circuler et faire vivre cet attachement. Donc je pense que c'est peut-être un élément, une catégorie, en tout cas particulière, à prendre en compte dans la recherche. Merci. Notre question de tout à l'heure, je vois des mains qui ne se relèvent plus par rapport au moment où j'ai décidé de ne plus faire sonner le micro. Oui, bonjour, Frédéric Dufautrel. Bon, je ne suis pas mandaté pour parler au nom de la SNCF, mais mon expérience de 9 ans aux responsabilités de Transilien, où j'avais notamment les community managers de toutes les lignes de Transilien pour répondre aux clients du matin, comme quoi on est tous des nazes de les avoir largués sur le quai d'Asnières. Voilà, donc il y avait une parole institutionnelle. D'abord les fils anonymes, ensuite il y a eu les tweeters des directeurs d'établissement. Et bon, c'était bien, mais bon, le directeur d'établissement, à mon sens, il a autre chose à faire que de tweeter tout au long de sa journée. Et donc, à ce moment-là, il y a une clairvoyance, je vais citer mon ancien directeur, Alain Krakowicz, que j'aimais beaucoup, qui a dit, il faut libérer la parole des cheminots. Il faut que vous soyez les ambassadeurs de votre métier. Et il se dit assez d'âneries comme ça sur les réseaux pour que vous ne disiez pas enfin les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et je crois que cette vulgarisation qui a été déléguée à chaque personnel de la SNCF, qui est en fait un ambassadeur, en libérant cette parole, elle a permis aussi de rapprocher l'usager, entre guillemets, avec les triples guillemets qu'il faut, donc le client du quotidien, puisque c'était mon quotidien, pour rapprocher ce client du quotidien de la production ferroviaire. Et comme le disait un dirigeant, c'est une des rares productions qu'on fait sous les yeux du client, qu'on ne peut pas stocker. Et dès que vous vous plantez, ça se voit tout de suite. Voilà. Et donc, effectivement, il fallait aussi des observateurs de l'intérieur qui ont des talents, parce que BB 27000, je suis un des suiveurs, il faut bien le dire, depuis longtemps. Et on s'est bien marré en salle de crise, bien souvent sur TED-Thread, donc il faut être clair. Mais on ne pouvait pas le dire. Et donc, on a cette chance d'avoir des ambassadeurs qui, depuis leur poste de travail, le plus beau bureau du monde, hein, puisque c'est aussi le slogan de recrutement des conducteurs, qui pouvaient dire de l'intérieur comment ça se vivait, comment ça se fabriquait, et qu'on sorte un peu de l'incident d'exploitation ou de toutes les conditions nécessaires au départ de votre train n'ont pas pu être réunies pour expliquer pourquoi le train n'est pas parti. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en institutionnel et qu'on peut faire passer également par des cheminots qui ont la parole et qui ont une belle parole. Voilà. Si. Alors, levez la main si... D'accord, ok. Oui, d'accord, très bien. Il y a un autre micro, hein, mais il a arrêté de circuler. Oui, Dominique Laouz, à nouveau, je trouve intéressant pour le séminaire ce que vous êtes en train de faire, parce que ce que vous montrez, c'est que finalement, on a souvent raisonné en se disant, en France, on raisonne beaucoup comme ça, le patrimoine qui régénère l'existant, et vous montrez que de l'existant, de la vie quotidienne, on peut finalement régénérer la vision du patrimoine. Et je trouve que c'est très intéressant de montrer cette réciproque qui quelque part, nous percute, dans ma génération au moins, parce qu'on était très sur un patrimoine, etc. On ne perd pas le patrimoine, mais on lui donne une autre vision qui est, je trouve, très intéressante. Donc, je m'adresse ici à Francis et aux organisateurs. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas étudier dans les deux sens? C'est-à-dire l'attachement du patrimoine à aujourd'hui, donc à la vie quotidienne, et de la vie quotidienne de ce que vous êtes en tant qu'agent, où finalement, vous montrez pas le patrimoine, mais il n'est pas loin derrière, et ça peut donner envie aux gens d'aller voir derrière. J'ai parlé une fois, à un moment donné, j'expliquais le lien entre mon père et le chemin de fer de Quercy, de Martel. À un moment donné, comment ils ont récupéré un bar dans une voiture Trans-Europe Express. Voilà. J'ai raconté l'histoire et en fin de compte, en privé, il y a plein de gens qui sont venus me dire mais il est où le chemin de fer de Saint-Denis, voilà, de Martel, et donc Quercy-Corrèze.
En fin de compte, depuis que j'ai mon compte Twitter, donc là, j'ai attiré des gens, je leur ai donné l'adresse. Il y a peut-être 10, 20 personnes qui sont, du coup, pendant leurs vacances, allés voir ce. Mais depuis que j'ai mon compte, j'ai aussi fait recruter des conducteurs. Je dois être entre 20 et 30 conducteurs recrutés. C'est-à-dire, et c'est pareil, hein, pour 0 €, parce que tout simplement, j'ai amené des gens vers le métier. Ce que moi, je fais, je peux vous assurer que quand le compte de Cassandra va monter, c'est ce qui va se passer aussi. Parce que les jeunes qui sont en train de regarder ces vidéos, et si elle en fait encore d'autres, et ainsi de suite, et qu'elle vulgarise son métier, et pas que conducteur, parce que j'ai pas recruté que des conducteurs, j'ai recruté, on va dire, d'autres cheminots dans d'autres métiers, juste en discutant avec eux et en leur montrant le chemin de fer. Donc, on ne se rend pas compte la puissance des réseaux sociaux, ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et pour une autre chose, je dirais que le jour où je ne suis plus conducteur de train, je sais où je vais. Je vais à la com. Je vais. Ah, non, pas dire com. Filez-moi un appareil photo, un compte. Alors, j'étais fou, c'est quand j'ai été voir les bureaux d'Antoine à rue Landon. Le gars là, qui est là, debout là, il est assis sur un tas d'or. Hein. C'est impressionnant. Il est assis sur une mine d'or. Il a le cul posé sur une mine d'or. Je suis rentré dans les bureaux, je me suis dit, mais putain, mais c'est impressionnant. En fin de compte, l'univers ferroviaire est tellement énorme. Et là, il y a une mine là-bas. On pourrait raconter des milliers de choses. Et je trouve presque dommage que la SNCF n'ait pas créé un poste d'un agent parce que c'est ce que je fais, quoi. Hein, qui raconte, qui vulgarise. Et c'est presque dommage. On met beaucoup d'argent à la SNCF dans la com, hein, alors plein. Et c'est dommage de ne pas créer un poste enfin, voilà, l'équivalent de notre. Oui, c'est. Alors, après, trouver la perle rare, c'est pas forcément une chose aisée. Hein, trouver des CM, voilà, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut trouver, parce que moi j'ai vu aussi des fois des CM qui répondaient complètement à côté de la plaque sur. Community manager. Alors, CM, c'est ceux qui gèrent les comptes Twitter, par exemple, de l'INSEE, de l'IND, et ainsi de suite. Des fois, ils n'arrivent pas du monde ferroviaire. Donc, ils racontent, entre guillemets, ils font des erreurs parce que tout simplement, ce n'est pas leur monde, le monde ferroviaire. Il faut une certaine expérience. Mais il faut à la fois bien parler et à la fois s'y connaître en technique. Donc, autant vous dire que c'est deux mondes qui doivent se réunir et ce n'est pas forcément facile de recruter une personne comme ça. Mais le jour où la SNCF crée un poste comme ça, je postule. Et j'y vais. Mais j'y vais. Non, mais il y a des choses. Ouais. Alors, les conducteurs de train, en général, on est devenu une espèce rare en voie de disparition. Donc, forcément, ils ne nous utilisent pas autre chose que de conduire des trains. Voilà, j'aurais peut-être été dans un autre métier, c'était possible, mais là, non. Mais ça n'empêche pas qu'on fait ça. La minute de montage, je pense que la minute, ça doit être 1 heure de préparation de montage vidéo. Ouais, c'est ça, c'est 1 heure de boulot pour une minute. La durée combien la vidéo? Elle fait 2 minutes, 3 minutes. Donc, il y a 3 heures de boulot derrière. Il y a 3 heures de boulot, elle n'est pas payée pour le faire. Hein. Si je peux me permettre plus le temps de filmer pendant ma journée, c'est-à-dire que c'est du temps où je vais arriver peut-être plus tôt au travail pour pouvoir préparer mon train plus tôt et filmer parce que je ne fais pas tout en une prise. Des fois, je suis obligée de refilmer avec un angle différent parce que ça ne rend pas bien, parce que la lumière n'est pas comme ci et pas comme ça. Derrière, il y a un travail. Il y a un script, en fait, j'ai une idée de vidéo. Après, ça vient un peu comme la journée vient. Juste demander si Laurent. On ne se rend pas compte, ça gueule aussi à la maison maintenant. Là, par exemple, j'ai fait un trade ce matin dans le train. J'arrive de Brive, 4 heures de train, j'ai eu le temps d'en faire un. J'ai passionné, là, je crois que je dois être à 1000 likes, enfin, 1000 gens qui ont apprécié, sur une fuite de gasoil sur un TER. Vous allez me dire, une fuite de gasoil sur un TER, comment on arrive à tirer les gens là-dessus? Il suffit de raconter, vulgariser, expliquer pourquoi le train, il s'est arrêté, pourquoi ça sentait le gasoil. Je veux dire, c'est une histoire qui arrive tous les jours dans le chemin de fer. Mais il suffit juste d'expliquer et de raconter, avoir juste, on va dire, un talent à raconter, et ça passe crème. Et derrière, j'ai pas eu le temps de regarder les commentaires, mais les commentaires, la plupart, sont largement positifs. Parce qu'on explique. Et l'être humain, hein, vous tous, on vous prend dans un autre domaine. Votre avion, il est en retard si vous prenez l'avion un jour pour aller ailleurs. Si on vous explique pourquoi l'avion est en retard, le cerveau humain, il accepte. Voilà, vous êtes en retard parce que telle chose, telle chose, telle chose. Et c'est ça l'important de communiquer.
Si je peux me permettre, tu disais que ton nom, ton vrai nom n'était pas associé à ton compte Twitter. Les gens dans la rue ne te reconnaissent pas forcément ou ne te contactent pas en personne. Moi, c'est vrai que même s'il n'y a que mon diminutif, les gens m'associent plus facilement. Puis je me suis montrée physiquement, donc les gens voient qui je suis. Et c'est vrai que ça m'a permis, on parlait des réactions que ça pouvait susciter. Quand je suis arrivée, j'ai pris une photo, ne serait-ce que de la table. J'ai tagué sur Instagram Rail et Histoire. Et j'ai un collègue du fret SNCF qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Parce que j'ai des documents qui pourraient intéresser l'association et tout ça. Donc, juste une photo. Et c'est un collègue, mais c'est un collègue qui pourra peut-être apporter des choses super intéressantes à l'association. Derrière, j'ai été invitée au mois de mai, il y avait le salon Vivatech ici. Et la SNCF avait son stand et présentait la maquette du TGVM. Et j'ai été invitée par la com interne SNCF à participer à une des journées du salon. Et j'ai une dizaine de personnes qui sont venues au stand pour voir le stand et pour me voir moi, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout le but de ma présence. C'était juste, j'étais invitée pour voir le salon comme tout le monde. Et j'ai des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit mais c'est toi sur TikTok? J'ai dit ben oui. Et des gens qui venaient pour me poser des questions, pour parler de mon métier, pour me remercier de leur avoir fait découvrir tel ou tel domaine ou de leur avoir fait découvrir le métier. Et comme tu disais, le recrutement, ça commence à venir petit à petit. Et j'ai des gens qui viennent prendre le train parce que je conduis ce train-là, quoi. Et c'est super. On toque à ma cabine. Ah, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi, mais c'est. Ouais, c'est ça. Bientôt, j'aurai mon train spécial. Non, non, mais blague à part, ça commence à prendre une ampleur, même en dehors de domaine. Et c'est vraiment encore plus motivant de continuer à transmettre tout ça. Alors, je suis désolé, l'heure tourne. Il y a juste Laurent Fauvio qui a levé la main et je vais lui donner la parole parce que voilà, il y a peut-être quelque chose, une réaction aussi par rapport aux questions qui ont déjà été posées. Et puis après, on fera la pause et je vous invite aussi, si vous avez des questions, à aller voir directement eh bien, les intervenants, même si la pause aussi, c'est pour faire la pause. Mais tout de suite, Laurent, donc si tu veux réagir. Ouais, un tout petit paradoxe que je vis actuellement, et justement en lien avec l'intitulé de ce séminaire, le ferroviaire populaire. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un retour en grâce des trains de prestige. En l'occurrence, depuis quelques années, le groupe Belmont donc, fait rouler le Venice Simplon Orient Express. Et donc là, le groupe Accor a repris les billes de la SNCF pour réhabiliter les trains donc, sous la marque Orient Express. Et en fait, paradoxalement, ces trains de luxe, donc réservés à une élite, hein, parce que quand on regarde minimum 4 ou 5 000 euros les 2 jours, voire des 15 ou des 20 000 euros pour une croisière d'une semaine, c'est quand même pas la portée du premier venu. Et en fait, paradoxalement, le retour de ces trains, ça irradie au niveau du ferroviaire en général. Et sans connotation mauvaise de la part des gens qui dira oui, c'est réservé à une élite. Moi, les postes qui sont mis en ligne actuellement sur l'Orient Express en général, hein, pas que le groupe Accor ou Belmont, c'est des postes qui justement atteindraient les 800 ou les 900 000 vues, mais sans jamais avoir des personnes qui vont dire oui, mais c'est réservé à une élite. Non, justement, beaucoup de gens disent ben ouais, c'est bien parce qu'en fait, peut-être que dans l'inconscient collectif, ça va infuser justement pour le retour en grâce du ferroviaire. Alors, le ferroviaire va avoir le retour en grâce, a déjà le retour en grâce sous réserve qu'on réponde favorablement à un report modal. Mais donc, il y a l'effet développement durable, il va y avoir l'effet subvention des carburants qui vont arriver à la fin de l'année où il va falloir répondre à la demande. Mais il y a aussi le fait que, comme le Puy du Fou qui va recréer sa croisière, le premium ou le luxe fait que je pense que ça irradie aussi pour le ferroviaire et l'utilisation du ferroviaire en général. Merci Laurent. Alors, je t'invite à rester avec nous, même si on va faire une petite pause. Donc,